Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. L'ouverture des magasins le dimanche. La loi est appliquée depuis ce matin dans les zones touristiques. Nous verrons ce que cela change à Paris et en région pour la salariée et les employeurs. 3 cas de grippe A recensés en moins d'une semaine. C'est à ce seuil que pourra être décidée la fermeture immédiate d'une classe. Le gouvernement écarte en revanche l'idée de repousser la rentrée scolaire. L'Afghanistan sous la menace des talibans à 4 jours de la présidentielle. Reportage à Kaboul au lendemain d'un attentat suicide meurtrier. Avec notre invité Bernard Kouchner, nous évoquerons le rôle de la France. Nous évoquerons aussi le sort de Clotilde Rice, toujours détenue en Iran. Bonsoir, à tout à l'heure. Un rodéo à moto qui tourne au drame. 2 jeunes ont trouvé la mort durant une course improvisée dans le Val d'Oise. Une pratique illégale que la police a du mal à empêcher. Il y a 40 ans, Woodstock, 1969, où l'avènement des plus grandes légendes du rock sur fond de flower power et d'abolition des tabous. Qu'en reste-t-il? C'est le grand format de cette édition. Enfin cinéma, Inglourious Basterds et la dernière livraison de Quentin Tarantino. La Seconde Guerre mondiale sans complexe, vue par un cinéaste azimuté. Entrée, c'est ouvert. La loi promulguée mardi dernier sur le travail dominical est entrée en vigueur ce matin du nord au sud, en passant par Paris. Les magasins des zones touristiques et des stations thermales ont pu ouvrir. Ailleurs, il faudra attendre septembre. Sarah Bernuchon, Samuel Humez et nos correspondants en région. Du lundi au samedi, c'est fini, place au dimanche. C'est une première, ce magasin des Champs-Élysées a ouvert ses portes aujourd'hui. La direction attendait ça avec impatience. C'est une excellente chose, c'est une excellente idée. Et pourquoi? Parce que ça va nous permettre de développer à la fois un chiffre d'affaires, mais aussi que la clientèle puisse être satisfaite, faire ses achats tranquillement et faire son shopping le dimanche. Si les clients n'hésitent pas à venir jeter un œil, certains émettent quelques réserves. Je suis bien contente de pouvoir en profiter, oui. Mais je pense aux malheureux qui sont obligés d'y travailler. Je ne vois pas forcément un problème, mais si ça se nationalise et que ça s'étend à toute la France, là ça m'inquiète. Mais ici, la plupart des magasins de prêt-à-porter restent fermés, faute d'avoir pu s'organiser. À Fréjus, au contraire, les petits commerçants ont l'habitude d'ouvrir leurs portes le dimanche grâce à une dérogation. Pour eux, c'est même une nécessité. En période touristique, a fortiori, là en plein été, en haute saison, c'est ce que les gens attendent de nous, que nous soyons à leur disposition. Les salaires, quant à eux, ne sont pas forcément différents des jours habituels. Ici, en été, ce n'est pas toujours un problème. Je suis saisonnière, donc bon, je fais avec, mais ça me dérange pas plus que ça. Dans les zones touristiques, les salariés n'ont pas le choix. Les syndicats, de leur côté, s'inquiètent d'une généralisation de ce travail dominical et rappellent que le dimanche, c'est fait avant tout pour se reposer. Alors l'ouverture des magasins un dimanche, le lendemain de 15 août, n'a pas été facile à mettre en place. Qu'il s'agisse des grandes enseignes ou des petits commerces, cette mini-révolution s'accompagne de difficultés pour les employeurs comme pour les salariés. Agnès Molinier. Fini les amendes pour les grandes enseignes de vêtements des Champs-Élysées. Car ce qui change aujourd'hui, c'est que leur ouverture le dimanche devient légale dans les zones touristiques. La loi étend en effet cette opportunité aux magasins vendant des biens non culturels. Autre changement, les commerces alimentaires. Ils peuvent fermer à 13 h au lieu de midi. Le reste de la loi demande des arrêtés préfectoraux ou un décret ministériel, donc un délai. C'est le cas de l'augmentation du nombre de zones touristiques et thermales. Pour les salariés concernés, aucune contrepartie ne sera obligatoire. La vraie nouveauté, c'est la création de puces, des périmètres d'usage de consommation exceptionnels à Paris, Marseille et Lille. Pour ces zones-là, les salariés bénéficieront d'une contrepartie, double salaire et repos compensateur. C'est notamment cette différence de traitement qui provoque la colère de l'opposition et des syndicats. 3 cas de grippe A recensés en moins d'une semaine. C'est le seuil décrété par le gouvernement pour décider de la fermeture d'une classe. La réouverture sera possible dès que les enfants ne seront plus contagieux, c'est-à-dire 6 ou 7 jours. Pour autant, aucune garde de substitution n'est envisagée. Florence Bouquilla. A priori, rien ne ressemble plus à une rentrée scolaire qu'une autre rentrée scolaire. Pourtant, celle de septembre 2009 sera différente, car l'ombre de la grippe A H1N1 plane. De nouvelles mesures de prévention seront bientôt officialisées. Dans chaque école, collège ou lycée, si en moins d'une semaine, 3 élèves d'une même classe présentent des symptômes grippaux, la classe pourra être fermée, voire l'école tout entière, sur décision du préfet. Les écoles seront bien ouvertes le 2 septembre, nous accueillerons tous les enfants. Simplement, si jamais il y avait une épidémie de grippe A, eh bien nous sommes prêts à y faire face.
Mais les parents d'élèves, eux, pourront-ils gérer l'emploi du temps d'enfants interdits d'école du jour au lendemain? J'aurais du mal, voyez-vous. Je n'ai ni grand-mère ni grand-père et je veux prendre quelqu'un pour les garder, voilà. Et ça, c'est pas gratuit. Je travaille à la maison, donc j'aurais du mal à travailler et garder ma fille en même temps. Mais au moins, je travaille à la maison, je ne suis pas dans un bureau. Les moyens de garde de substitution ne sont pas prévus, mais l'enseignement à distance, si. Sur France 5, France Culture et Internet, 600 heures de programme de la maternelle à la terminale sont prêts à être diffusés. Sous chaque marguerite, il y a une lettre. 600 heures de cours, de quoi occuper les élèves pendant 3 mois, c'est la durée maximum prévue. L'Afghanistan sous la menace des talibans au lendemain de l'attentat suicide qui a fait 7 morts à Kaboul, à 4 jours de l'élection présidentielle. Entre la crainte d'attentats et la présence des forces de sécurité, à quoi ressemble le quotidien des Afghans? Reportage dans la capitale de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Mathias Second. Dans le quartier du micro-Rayan vivent des gens modestes. Quelques barres d'immeubles construites à l'époque de l'occupation soviétique, des gens sans histoire ou presque. Mais la semaine dernière, une roquette a explosé sur cette façade. Il était 3 h du matin. Malala y dormait. Elle a été blessée. Par pudeur ou par tradition, la jeune fille n'ose pas nous montrer son visage, mais elle accepte de nous raconter cette nuit où elle aurait pu mourir. Depuis que cette roquette a explosé à côté de moi, j'ai beaucoup de mal à dormir et je suis morte de peur. Je fais des cauchemars, je suis terrorisée à l'idée que ça puisse encore arriver. Le mot liberté, je ne connais pas. Depuis que je suis née, je n'ai connu que la guerre, la violence. Et je me demande bien quel sera mon avenir. Pour l'heure, je ne vois qu'un avenir sombre. Les enfants de Kaboul n'avaient pas le droit de jouer au cerf-volant quand les talibans étaient les maîtres de la capitale afghane. Ce n'est pas si vieux, c'était en 2001. Aujourd'hui, les talibans sont de retour, pas à Kaboul, mais un peu partout dans le pays, peut-être même dans la moitié des provinces afghanes. Les talibans, littéralement les étudiants en théologie, ce sont eux, des islamistes purs et durs, qui fomentent les attentats suicides et diffusent leurs vidéos de propagande, leurs bonnes paroles. Une parole talibane qu'à Emeraude TV on se refuse à entendre. La chaîne de télévision est bien gardée et pour cause, elle reçoit régulièrement des menaces. Son manager a même été arrêté. La faute à l'influence grandissante des talibans ou du moins à la peur qu'ils inspirent. Certains députés ont donc cette chaîne en ligne de mire, choqués par la diffusion du concert de cette jeune Afghane. On nous reproche d'avoir montré cet artiste qui danse de façon sexy et sans voile. Nous, on est une télé branchée et les jeunes Afghans ne veulent plus de censure. Nous, on refuse de flouter les images soi-disant indécentes, mais on est les seuls. Dans les rues de Kaboul, les mentalités n'ont guère évolué. Et quand on sort de la capitale, d'autres frustrations attendent les Afghans. Les militaires américains viennent de bloquer la route, il fait 40 degrés, personne ne comprend la situation, la tension monte des deux côtés. Quand on s'approche des Américains pour leur demander ce qui se passe, ils nous disent « Dégagez, sinon on vous tire dessus ». C'est à ça que ressemble le quotidien des Afghans, perdus entre des soldats étrangers qui donnent l'image parfois d'une armée d'occupation et la menace talibane. Et en direct de Kaboul, on retrouve notre envoyé spécial Dorothée Oliéric. Bonsoir Dorothée. Alors les talibans ont annoncé ce matin vouloir maintenant attaquer directement les bureaux de vote. Est-ce que c'est un nouveau palier qui est en train d'être franchi ? Oui, effectivement, on peut dire que la tension monte encore d'un cran ce soir. C'est la première fois que les talibans menacent directement les électeurs. En fait, ils voulaient boycotter cette élection, mais là, on voit qu'un pas est franchi. Dans les tracts qu'ils ont distribués, ils parlent d'actions tactiques, techniques nouvelles, d'attentats kamikazes, mais aussi la veille, le jour du scrutin, à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de vote. Vous imaginez que dans ces conditions, aller voter va devenir un véritable acte de courage. Par ailleurs, Dorothée, dans le même temps, l'offensive militaire des forces étrangères s'intensifie contre les talibans. Effectivement, la nuit dernière, une très grosse opération militaire a été menée dans la région de Khost, à la frontière du Pakistan. C'est une opération menée par les forces de la coalition internationale et par l'armée afghane. Bilan, 30 talibans tués. Mais l'offensive contre ces bastions talibans a commencé cet été. Et c'est l'été le plus meurtrier depuis le début de l'opération internationale en 2001. En un mois et demi, il y a eu 75 soldats de la coalition qui ont été tués.
Merci Dorothée, en direct de Kaboul. Et d'ailleurs 29 Français depuis l'engagement de la France en Afghanistan en 2002, soit à peu près un an après les États-Unis. Bernard Kouchner, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Des soldats meurent, des civils meurent aussi. On l'a vu encore avec le tragique attentat de Kaboul hier matin. Les élections, on l'a dit, sont menacées. Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre cette guerre? Non. Le fait même qu'il y ait des élections, c'est un succès. Et c'est d'ailleurs pourquoi les talibans accentuent leur pression terroriste. Et lorsqu'on est ennemi de la démocratie, on ne veut pas d'élections. Et donc ils viennent d'annoncer, vous savez, il y a 7000 bureaux de vote, plus de 7000. Et donc la menace contre les bureaux de vote, certes, fait partie de leur stratégie. Oui, c'est une guerre difficile. Oui, les soldats de la coalition sont courageux. Oui, il en meurt, beaucoup trop. Mais il faut un avenir pour ce pays parce que nous nous protégeons nous-mêmes en ne laissant pas l'Afghanistan devenir un nid de terrorisme. Alors, il y a une population afghane. Oui, on a dit depuis 2001 la guerre, mais c'est pas vrai, c'est depuis 30 ans. Alors, les Afghans sont là, terrorisés, mais en même temps, ils ont de l'espoir. Je ne serais pas étonné qu'il y ait plus de participation qu'on le croit. Parce que c'est une façon... Ça ne s'est pas si mal passé, la préparation et puis la campagne elle-même. Il y a même eu des débats contradictoires, ce qui n'était inimaginable il y a quelques années. Donc on va voir, j'espère que ça se passera bien. Il faut que ça ne se passe pas trop mal, parce que pour ceux qui croient à la démocratie, comme toutes les forces de la coalition, alors il faut que ces élections, encore une fois, ne soient pas trop polluées, non seulement par des attentats, mais également sur le fonctionnement démocratique, sur la possibilité d'accéder au bureau de vote, etc. Justement, vous parliez du taux de participation qui avait été très élevé en 2004. 75% de la population avait pu se rendre aux urnes. Malgré cela, beaucoup de bureaux de vote, 10% à peu près, seront fermés jeudi. Est-ce que vous pensez quand même que ces élections vont pouvoir se tenir normalement et que, quel que soit le résultat, on ne va pas assister à un nouvel embrasement en Afghanistan? Je crois que l'embrasement a déjà eu lieu et depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire des élections normales? Dans un pays en guerre, il n'y a pas d'élection normale. Lorsque l'opposition, ou une énorme partie de l'opposition armée ne veut pas d'élection, ça ne peut pas être normal. Je vous l'ai dit, il faudrait que ça se passe le moins mal possible. Et il faut que sortir... D'abord, c'est une élection présidentielle. Il y aura un président, un tour ou deux tours, nous verrons bien. En tout cas, les concurrents ont pu s'exprimer. Et il y a eu des meetings, même dans la région, vous savez, il y a deux grandes ethnies, les Tadjiks et les Pashtuns, il y en a d'autres, etc. Mais un meeting en pays Pashtun où il y a eu 6000 personnes qui, ouvertement, risquant leur vie, écoutaient le candidat tadjik, ça s'est jamais vu. Et donc quelque chose se passe qui n'est pas seulement la violence, l'horreur et le terrorisme. Alors nous souhaitions vous interroger aussi sur un autre sujet qui fait l'actualité. Avez-vous des nouvelles de Clotilde Reiss, cette jeune Française qui est emprisonnée en Iran depuis le début du mois de juillet, dont on a pu suivre le procès notamment sur France 2. On a parlé d'une libération possible aujourd'hui, dimanche. Est-ce que vous avez des nouvelles? Écoutez, ça fait un mois et demi, plus d'un mois et demi que Clotilde Reiss, dont je vous rappelle qu'elle était simplement lectrice de français à l'université d'Ispahan, essaie de regagner après son travail effectué, ces 6 mois d'enseignement effectué, elle essaie de regagner Paris, elle en a été empêchée, on l'a arrêtée parce qu'elle a 2 fois, une fois 1 heure, une fois 1h30, marché avec des manifestants, qu'elle a pris des photos comme tout le monde le faisait à ce moment-là, y compris et surtout les Iraniens bien sûr, et puis elle les a envoyés à ses amis. Voilà ce qu'on lui reproche et ça n'a rien à voir avec de l'espionnage, elle est entièrement innocente. J'espère, vous savez, on a attendu semaine après semaine, puis jour après jour, et maintenant peut-être minute après minute, mais elle n'est pas libérée pour le moment. J'espère qu'elle le sera aujourd'hui. Peut-être le sera-t-elle demain, mais j'ai bon espoir. Nous avons vraiment beaucoup, le président de la République, Nicolas Sarkozy, les ministres, les conseillers, tout le monde s'est débattu de jour et nuit pour que les influences se fassent jour et qu'elle soit libérée. La France va payer une caution pour sa libération? Il y aura une caution de versée pour qu'elle... Parce que ça a été vrai aussi pour l'employée iranienne et française à la fois. Et il y a une caution qui doit être versée et une déclaration qui... centaines de milliers d'euros. Oui, enfin, c'est pas énorme, c'est pas plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, il faut absolument pas qu'elle sorte de... Parce que le jugement n'est pas rendu. Et donc, peut-être dans 8 jours, peut-être un peu plus, le jugement serait rendu. En attendant, il faut qu'elle reste à l'ambassade. Si elle est libérée, et j'espère qu'elle sera, regardons-la, elle a 24 ans, vous savez, elle a eu 24 ans le 31 juillet dans la prison d'Evin, qui n'est pas une prison simple, qui est une prison insupportable pour bien des choses. Mais ce qui change aussi en Iran, c'est qu'il y a un mouvement qui critique et qui s'exprime librement. Ils sont très courageux. J'espère que notre compatriote, je répète, innocente, va sortir
au plus vite. Merci beaucoup Bernard Kouchner d'avoir répondu à notre invitation. Le mystère de l'Arctic Sea, ce pourrait être le scénario d'un polar. La disparition de ce cargo finlandais et de son équipage russe suscite interrogations et inquiétudes. Chargé d'une cargaison de bois, il aurait dû arriver en Algérie le 4 août, repéré au large du Cap-Vert vendredi. Eh bien, sa localisation reste floue en réalité. Le bateau aurait été attaqué à 2 reprises et ferait l'objet d'une demande de rançon d'1,5 million de dollars. Près de Moscou, l'accident très rare de 2 avions militaires, 2 Sukhoi se sont heurtés en vol lors d'un exercice d'acrobatie en prévision d'un prestigieux meeting aéronautique. Un pilote d'élite, commandant d'un groupe équivalent à la patrouille de France, a été tué. Une semaine maintenant que le feu fait rage en Californie, le gouverneur Arnold Schwarzenegger s'est rendu hier sur place dans le comté de Santa Cruz pour rassurer la population. Ce soir, les incendies ne sont toujours pas maîtrisés. Fanny Stenler. Ce soir encore, le feu se propage sur la côte californienne. 8 jours après le premier départ d'incendie, les flammes continuent de dévorer des milliers d'hectares de végétation. On pouvait voir les flammes. Elles couraient à toute allure à cause du vent. Les pompiers doivent maintenant se battre contre plusieurs foyers d'incendie. Le plus important se situe dans un parc naturel au nord de Santa Barbara, à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Face au sinistre, les autorités se montrent de plus en plus inquiètes. Dans ces montagnes, c'est une véritable fournaise. Peu d'humidité, c'est très sec et le vent souffle à 50 km/h. Le feu se propage vite et c'est très dangereux. Depuis hier, l'état d'urgence est décrété. Nous sommes très vigilants avec les habitants de la côte. C'est là que nous concentrons nos efforts pour éloigner le feu de l'autoroute et des communautés côtières. Tous les moyens sont engagés pour mettre à l'abri la population. 2000 personnes ont déjà été évacuées. Un bilan qui est encore loin des incendies qui avaient ravagé la Californie il y a 2 ans. 640 000 personnes avaient dû quitter leur maison. Il est 20h15 à suivre dans votre journal. Une équipée sauvage à moto qui fait 2 morts dans le Val d'Oise. Ces rodéos sont illégaux, ils sont pourtant de plus en plus nombreux. 40 ans après, nous sommes retournés à Woodstock pour un grand concert revival. Et puis Usain Bolt et Tyson Gay, le Jamaïcain et l'Américain en finale du 100 mètres des championnats du monde d'athlétisme. C'est à Berlin, c'est tout à l'heure et c'est sur France Télévisions. Mais d'abord, c'est lors d'un rodéo à moto que 2 jeunes ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi. Il semblerait que les 2 gros cylindrés se soient percutés de plein fouet, à pleine vitesse. Ces équipées sauvages sont de plus en plus fréquentes. Elles sont pourtant illégales. Franck Genozo, Valérie Lucas. 2 visières de casque à même le sol, 2 vies envolées. Dans la nuit de vendredi à samedi, une grosse cylindrée lancée à pleine vitesse en percute une autre de plein fouet. Le choc est terrible. Une moto est coupée en 2, l'autre explose. Les 2 conducteurs meurent sur le coup. 2 jours plus tard, les rues de cette zone d'activité ont retrouvé leur calme. Mais le vendredi soir, Saint-Ouen-l'Aumône, c'est ça. Des centaines de 2 roues et de voitures qui viennent se défouler dans l'illégalité. Acrobaties en tout genre, filmées puis postées sur Internet. Duel de vitesse, les participants appellent cela des runs. Ce sont des motos extrêmement puissantes qui sont conduites en plus dans une perspective de faire des choses impressionnantes et de faire des coups d'éclat en quelque sorte devant un public. Et on aboutit à des comportements extrêmement dangereux. Les spectateurs y viennent nombreux, parfois en famille. Les accidents, eux, ne sont pas rares, comme sur cette vidéo amateur. La moto a glissé à quelques mètres à peine des badauds. Le motard se relève visiblement sans difficulté. Depuis quelques années, la mairie a pourtant tenté de réagir. Rond-point pour couper les lignes droites, chicane, ralentisseur, rien n'y fait. Si, ça a fonctionné, mais ils se déplacent. Malheureusement, l'accident dramatique qui a eu lieu vendredi soir s'est déroulé dans une voie, je dirais, secondaire. Car cette zone d'activité est la plus grande d'Europe. Grande comme un arrondissement de Paris. La police y a procédé à 5 opérations coup de poing depuis le début de l'été, dressé 1500 PV et confisqué 7 motos pour mise en danger de la vie d'autrui. Les fautifs encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Retour de vacances pénibles pour les 700 passagers qui étaient à bord du Théose reliant Marseille à Bordeaux. Peu avant 14 h, le train a été immobilisé à hauteur de Montauban en raison d'un problème de caténaire. Les voyageurs qui ont attendu dans la chaleur viennent tout juste de repartir. Nicolas Delaberry, Yacine Benjanet.
bloqué tout l'après-midi. Malgré la chaleur, les 700 passagers de ce train ont dû prendre leur mal en patience. Installés par les pompiers dans cette cour d'école, certains ont su garder la tête froide. L'ambiance est assez détendue parce qu'on comprend que ça pourrait être plus grave. On est en vacances pour la plupart. Voilà, ça se passe assez bien. Le train reliait Marseille à Bordeaux. Peu après Montauban, le conducteur ressent un choc. Vraisemblablement, la caténaire est abîmée. Au bout de 3 heures, le train repartira enfin dans l'autre sens. On va être poussé ou tiré, je ne sais pas, par une Micheline. Et puis après, direction Montauban. Et ça va être l'aventure qui continue, on verra bien. Il y a un minimum de services à rendre, surtout quand on a payé le billet. Même un dimanche, il y a un minimum de choses à faire ou à avoir, quoi. Plutôt que de patienter 3 heures, quoi, au moins qu'on puisse être mis au courant, quoi. C'est le minimum, quoi. Voilà. C'est ce qu'on n'a pas eu. Et ce voyageur n'est pas au bout de ses peines, car sans caténaire, pas d'électricité, donc pas de climatisation. Au total, l'incident aura bloqué 4 trains, bondés, retour de vacances oblige. Le trafic restera perturbé toute la soirée dans la région. Et puis justement, attention à la chaleur. Météo France lance une alerte orange à la canicule dans le Rhône, où les températures avoisinent les 37 degrés le jour, plus de 21-22 degrés la nuit. Autrement dit, pas de réel rafraîchissement pour les personnes vulnérables. Le point complet, bien sûr, sur la météo avec Isabelle Martinet, juste après le journal. C'est l'événement incontournable de Dax chaque été. La feria, 800 000 personnes au total en 6 jours. Du blanc, du rouge, à perte de vue, des bodegas, des peñas. Chaque jour, un thème différent. Aujourd'hui, la journée du cheval, avec une corrida exceptionnelle mettant en scène le meilleur torero à cheval du monde. Francis Mazoyer, Damien Gérol. Chapeau bas. Pablo Hermoso de Mendoza fête ses 20 ans de carrière dans la corrida de Gijón. Avec l'Espagnol, c'est danse avec les chevaux. Il n'y a plus qu'à se taire et admirer l'artiste. Pablo Hermoso est le numéro 1 de par sa technique, de par sa pureté, de par son esthétisme, de partout. C'est vraiment l'exception dans le Gijonien. C'est la première fois que je viens en voir une et oui, je trouve que c'est beau, très beau. Voici l'envers du décor. Avant la corrida, on bichonne ses chevaux portugais, sélectionnés et entraînés pour faire face au taureau. Lui, il a 2 tresses de chaque côté. On divise donc la crinière en 2 avec ces 2 tresses. Chaque animal est estimé à 500 000 € minimum. Cette Française s'occupe de tout l'élevage. Ce sont des sacs. On les a dans l'écurie, on ne veut plus les s'en débarrasser. On les chouchoute. L'échauffement comme des sportifs de haut niveau, puis dans l'arène, le danger permanent que frôle le cavalier et sa monture, avec une étonnante impression de facilité. Je crois que c'est une question de sensibilité, de naturel. Et puis un élément fondamental pour le torero, c'est la collaboration du public. Pablo Hermoso de Mendoza a coupé 2 oreilles devant 8000 spectateurs conquis. Dans la ville de Dax, c'était vraiment la journée du cheval, avec ce défilé de gardians et de chevaux camarguais. Celui-ci a même pris un bain dans la Dour. Le thermomètre approchait tout de même les 31 degrés. Il y a 40 ans, Woodstock, à 2 heures de New York, 450 000 personnes venues fêter 3 jours de paix, souvent seins nus et au son de ceux qui écriront la légende du rock des années 70. Événement cathartique dont les nostalgiques ont voulu recréer l'atmosphère ce week-end. C'est le grand format de cette édition. Loïc Delamornay, Bruno Giraudon. Cette chanson devenue culte, Richie Havens a dû l'improviser sur scène il y a 40 ans. Juste pour gagner du temps. Ce jour-là, il doit ouvrir le festival, ce qui n'est pas prévu, et tenir la scène, car les autres artistes sont en retard, bloqués dans des embouteillages monstres. Ils m'ont dit, Richie, tu peux rejouer encore. Ils me l'ont redemandé 6 fois. À un moment, je n'avais plus rien à jouer. J'ai regardé la foule, j'ai vu qu'ils étaient venus chercher la liberté, alors j'ai improvisé cette chanson, Freedom. Les autres artistes seront finalement amenés par hélicoptère, alors que de partout, à pied, en stop, en bus de fortune, la foule accourt, direction Bethel. Car même si le nom est resté, ce n'est pas à Woodstock que le concert a finalement eu lieu, mais à 80 km de là, le seul champ qu'un fermier a accepté de louer. C'est là qu'un demi-million de personnes vont vivre
3 jours durant. 40 ans après, Francis Dumouriez est revenu ici, sur ce site désormais protégé. Il est français, débarqué 3 jours auparavant de Montmartre. C'est le premier week-end de sa vie aux États-Unis et surtout à l'époque, il a encore ses cheveux. J'avais le décalage horaire, je venais d'arriver. Et brusquement, me réveille, Janis Joplin sur scène. Je me rendors, je me réveille, les Who. Moment magique. Grace Slick qui réveille tout le monde. Good morning everybody! Et le soleil qui se lève. Comme Francis, des milliers d'anciens ou de nostalgiques sont venus commémorer l'événement. À quelques centaines de mètres du site d'origine, un concert rend hommage à toute une époque. Les anciens hippies sont devenus dentistes ou agents d'assurance. Le ventre des rebelles s'est arrondi, mais l'ambiance est restée bon enfant, même si la majorité des spectateurs n'a pas connu l'original. Nous, on n'écoute pas la musique d'aujourd'hui, on écoute cette musique, parce qu'elle est bonne. Oui, cette musique est bien mieux que les trucs débiles d'aujourd'hui. La musique, comme celle de Joe Cocker, habitée par sa chanson et peut-être par d'autres substances. Pendant 3 jours, le sexe est libre et la marijuana facile. Les autorités prennent peur, envisagent d'envoyer l'armée. Les hélicoptères kaki, symbole de la guerre du Vietnam, arrivent, mais ils apportent une aide médicale. N'ayez pas peur, ils sont là pour nous aider, lance Michael Lang à la foule. C'est ce jeune organisateur de 24 ans qui a fini par convaincre le gouverneur. Woodstock était un moment plein d'espérance dans un monde très sombre. Il y a des parallèles à faire avec aujourd'hui. Nous sortons d'une autre période sombre et maintenant nous sommes entrés dans l'ère Obama où on s'occupe mieux de notre planète. Tout se passera étonnamment bien. Seul un mort par overdose, un par accident, 2 accouchements et aucune violence. En remerciement, les organisateurs font monter sur scène le propriétaire du champ, un simple fermier, impressionné. Je ne sais même pas parler devant 20 personnes, alors une foule pareille. Vous avez montré au monde qu'un demi-million de jeunes pouvaient se réunir pacifiquement pour 3 jours de musique et rien d'autre. Pour tous, il n'y aura jamais qu'un seul Woodstock, parce que certaines de ses plus grandes stars ne sont plus là. Janis Joplin sera emportée par une overdose 1 an après son incroyable blues a cappella. Idem pour Jimi Hendrix, l'homme qui avait médusé le public en rejouant à sa manière l'hymne national américain. Ces solos de guitare, le grand Jimi Hendrix ne les a joués que devant 30 000 personnes. Pour une raison toute simple, c'était le lundi, il était 8 h du matin, et la quasi-totalité des spectateurs étaient déjà repartis au boulot. Et oui, c'est l'une des clés de la réussite de Woodstock. Ces rebelles de toute une génération étaient aussi des travailleurs responsables, en un mot, de bons Américains. Et j'ajoute qu'en cette année d'hommage, le cinéaste Ang Lee s'attaque lui aussi au sujet, sorti de Taking Woodstock le 30 septembre prochain. Nous en reparlerons bien sûr. À Berlin, le duel tant attendu aura bien lieu au championnat du monde d'athlétisme. Tout juste qualifié, le Jamaïcain Usain Bolt et l'Américain Tyson Gay, tenants du titre, s'affronteront ce soir en finale du 100 mètres. Manuel Tissier, Yann Moine. Fidèle au rendez-vous, la Jamaïque attend son héros. Usain Bolt a encore tiré un sacré coup de canon en demi-finale du 100 mètres. Le triple champion olympique, insolent d'aisance, continue d'affoler le chronomètre. 9 secondes 89, tout près de son record du monde, et sans forcer. Tyson Gay a été plus laborieux. Dominé au départ, l'Américain court après la tunique jaune d'Asafa Powell. Mais Gay, à l'arraché, s'impose sur la ligne en 9,93, avantage Bolt. Ça paraît très compliqué quand même pour Gay, mais c'est un 100 mètres et tout peut arriver. Usain Bolt a aussi l'avantage côté spectacle. Cette semaine, il a lancé le duel en musique, muni de son nouvel accessoire de gros bras. Contraste avec le profil bas de son rival américain. Tyson Gay, le tenant du titre, est en revanche plus offensif dans son discours. Et il ne renie pas les références médiatiques à un match de boxe. Ça me plaît que les gens considèrent cela comme un grand combat, comme les duels du passé avec Carl Lewis ou encore Maurice Green. Je suis flatté de ces comparaisons qui me placent au même niveau. Un combat? Non. Pour moi, c'est une course, une compétition. Ça va être énorme, mais ce n'est pas un combat. Moi, je n'en fais pas une affaire personnelle. Je vais juste courir, et puis c'est tout.
56 000 spectateurs dans le stade, une température proche de 30 degrés et un vent quasi nul. Les conditions sont idéales pour assister dans un peu plus d'une heure à un 100 mètres historique. Et oui, et cette finale est à suivre à 21h30 ce soir en direct sur France 3. Premier match en Ligue 1 aujourd'hui et premier succès pour Boulogne-sur-Mer. Victoire face à Grenoble, 2-1, 2 buts signés Grégory Thiel, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière. Dans l'autre match de l'après-midi, Nice et Rennes ont fait match nul, 1 partout, pendant que l'on revoit ce but. C'est la dernière tarantinade dans Inglourious Basterds, très remarqué à Cannes. Quentin Tarantino fait de la Seconde Guerre mondiale un sujet d'excitation. Au prétexte de tuer Hitler, le cinéaste entraîne une pléiade d'acteurs sur un terrain de jeu étrange et loufoque. Marie-Jo Jouan, Mathias Barrois. Bien, je me présente, lieutenant Aldo Rain. Lui, c'est le chef des bâtards, surnom sous lequel les nazis vont apprendre à connaître ce groupe de juifs américains débarqués pour les éliminer. De mon commando devra me rapporter 100 scalps terrorisés. Des actions punitives particulièrement sanglantes. Tu sais bien que c'est parce que notre rayon, c'est la liquidation de navires. Le réalisateur de Pulp Fiction, Quentin Tarantino, a une fois de plus bousculé le festival de Cannes en traitant la Seconde Guerre mondiale façon western spaghetti. Les nazis ont vraiment créé au XXe siècle un environnement similaire à celui des western spaghetti. Ils laissaient après leur passage de véritables no man's land à travers l'Europe. On s'est servi de cet esprit western, ça nous a donné meilleure conscience pour faire de l'ironie avec tout ça. 10 ans de gestation avant de faire le film, mais la décision d'engager Brad Pitt a été prise en une soirée mémorable. Je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai vu quelques cadavres de bouteilles. 5 sur le sol et quelque chose qui ressemblait à une espèce de cigarette. Apparemment, j'avais accepté le rôle puisque 6 semaines plus tard, j'étais dans l'uniforme du lieutenant Aldo Rain. Un monde de brut où les comptes se règlent avec débordement d'hémoglobine et flamboyance. Et une surprise, pas de prix d'interprétation à Cannes pour Brad Pitt, le héros. C'est vous le chasseur de juifs. C'est un bingo! C'est l'acteur autrichien Christoph Waltz qui le lui a soufflé pour son rôle de chef nazi hystérique. C'est comme ça qu'on dit, c'est un bingo. Je n'avais jamais joué de nazi avant. C'était mon premier nazi. On dit juste bingo. Ni moi ni Quentin n'étions intéressés par ce qu'étaient les nazis. C'est un nazi, c'est suffisant. Et l'héroïne dans tout ça, Tarantino a été séduit par une Française. C'est les vraies femmes de Tarantino, fortes et fragiles, capables de n'importe quoi. Cerise sur le gâteau, là où les auteurs du complot contre Hitler ont échoué, Tarantino, lui, réussit à éliminer tous les dignitaires nazis, jubilatoire. Oh si. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Clotilde Reiss pourrait être libérée ce soir ou demain. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères dans ce journal. Il y a quelques minutes, la jeune Française de 24 ans est détenue en Iran depuis 1 mois et demi pour avoir défilé dans les rues et pris des photos au moment des manifestations contre la réélection d'Ahmadinejad. Libérée sous caution, Clotilde Reiss devra de toute façon résider à l'ambassade de France à Téhéran jusqu'au verdict de son procès. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo complète. Isabelle Martinet à 20h35. 2 épisodes inédits de votre série de l'été, Urgence. L'information demain, c'est dès 6h30. Télématin, 13h. Nathanaël de Rinxin, 20h. Olivier Galzi. Excellente soirée à tous sur France 2 et merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.